On est le 21 avril 2002, la France est sous le choc. En tête, Jacques Chirac, 20% des voix. Énorme surprise, Jean-Marie Le Pen semble devoir être le second. Jean-Marie Le Pen, candidat du Front National, atteint le second tour de l'élection présidentielle. Pour la première fois de son histoire, l'extrême droite est aux portes du pouvoir. 15 ans plus tard, c'est la fille qui répète la performance du père. Marine Le Pen se hisse au second tour des élections présidentielles de 2017 et de 2022 face à Emmanuel Macron. Il y a quelques semaines, le Rassemblement national arrivait largement en tête des élections européennes. Dans la foulée, Emmanuel Macron annonçait la dissolution de l'Assemblée nationale et organisait de nouvelles élections législatives. Le premier tour de ces élections a lieu ce dimanche et le parti de Marine Le Pen et de Jordan Bardella a de bonnes chances de rafler la mise. Alors, de mon côté, j'ai voulu comprendre comment un parti qui ne faisait même pas 1% des voix il y a 50 ans a-t-il pu se hisser au second tour de l'élection présidentielle à 2 reprises dans la dernière décennie. Quelle est la véritable histoire de son fondateur historique, Jean-Marie Le Pen? Quel héritage le Front National a-t-il laissé au Rassemblement national? Voici la véritable histoire d'un parti aux propos historiquement antisémites, xénophobes, racistes, devenu le grand gagnant électoral de ces dernières années. Avant de commencer, cette vidéo est rendue possible grâce à Bitstack. Bitstack, pour ceux qui connaissent pas encore, c'est une app française qui permet d'épargner et d'investir en Bitcoin de façon simple et ludique grâce à l'arrondi des dépenses. En gros, quand tu achètes un café à 2,60 €, Bitstack va se charger d'arrondir cet achat à l'euro supérieur, donc 3 €, et d'investir les 40 centimes restants en Bitcoin. Toi, de ton côté, t'as rien à faire, ça fonctionne tout seul, et ça permet de te créer tranquillement une belle épargne en Bitcoin. D'ailleurs, Bitstack ne se limite pas simplement à l'épargne arrondie. Vous pouvez aussi programmer une épargne régulière, par exemple choisir d'épargner 25 € par semaine en Bitcoin, ou simplement acheter du Bitcoin ponctuellement par carte bancaire à partir de 1 €, et quand tu veux vendre des Bitcoins, tu peux le faire instantanément en quelques clics. Ah oui, et dernier détail hyper important, l'appli est enregistrée auprès de l'AMF, l'autorité des marchés financiers, qui veille à la protection et l'information des investisseurs, donc vous en l'occurrence. Et ça, c'est un vrai marqueur de confiance. Avant de vous laisser avec la suite de la vidéo, j'ai un petit code promo pour vous, Gaspard, qui vous permet de recevoir 10 € de Bitcoin offert par Bitstack, et c'est seulement valable pour les 200 plus rapides. Donc, si ça vous intéresse, foncez télécharger l'appli. Le lien est en description et en commentaire épinglé de cette vidéo. Merci à Bitstack de soutenir mon travail. C'est grâce aux sponsors que je peux réaliser ce genre de longues vidéos avec une équipe. Retour à notre histoire. On est en juillet 1962. Après une guerre de près de 10 ans, les journaux annoncent l'indépendance de l'Algérie. Et à Paris, un homme fait les 100 pas. Cet homme, c'est un avocat de 34 ans qui a été élu député 4 ans plus tôt dans le camp poujadiste, un mouvement d'extrême droite. Le jeune homme est inquiet. Benjamin de l'Assemblée nationale, il soutient l'Algérie française. Son nom, Jean Le Pen. Enfin, depuis peu, il se fait appeler Jean-Marie Le Pen. Le jeune député, alors encore candidat, fait rajouter à l'état civil Marie à son prénom, sous les conseils de sa compagne, Pierrette. Le but, séduire une partie de l'électorat catholique de sa circonscription. Mais donc je disais, l'homme est inquiet. En effet, entre 1954 et 1962, une guerre éclate entre l'Algérie et la France. L'Algérie, à l'époque, est encore une colonie française. Mais en 1954, le Front de Libération Nationale, le FLN, un parti nationaliste, revendique l'indépendance du pays. En France, les camps sont divisés, avec d'un côté les pro-indépendance et de l'autre les partisans de l'Algérie française qui ne veulent rien entendre à ces mouvements décoloniaux. Le jeune député Le Pen appartient donc à cette deuxième catégorie. Alors, quand l'indépendance de l'Algérie est proclamée en 1962, pour lui, c'est une immense défaite. Il faut dire que l'Algérie, il la connaît bien. Il y a combattu dans le corps des parachutistes. Là-bas, le soldat Le Pen obéit aux ordres, même les plus atroces. Monsieur Le Pen, 5 témoignages précis et concordants vous accusent d'avoir torturé en Algérie. Que répondez-vous? 5 témoignages qui émanent d'agents étrangers du FLN, terroristes et tueurs les uns et les autres. Donc vous dites que c'est faux? Mais bien sûr! 23 ans auparavant, en 1962, il affirmait pourtant avoir torturé en Algérie parce que, je cite, il fallait le faire. Mais pour revenir au bonhomme, politiquement, Le Pen est très proche de l'extrême droite française. Il traîne avec un certain Jean-Louis Tixier-Vignancourt, un fidèle du maréchal Pétain, pour qui il dirigera une campagne présidentielle en 1965. Et en parallèle de ses activités politiques, Jean-Marie Le Pen crée, avec 3 amis et associés, une société. Parmi eux, Léon Gaultier, un ancien Waffen-SS. Cette société, c'est la SER.
SERP, la société d'études et de relations publiques qui, comme son nom ne l'indique pas, vend des disques de musique. Et dans cette entreprise, nous faisions beaucoup de choses nous-mêmes. Par exemple, ce disque sur les véritables chansons des hors-la-loi du Far West. Sur Hitler, sur Lénine. Alors, alors ça, c'est le folklore politique. Je veux dire, j'ai fait comme cela les discours d'Hitler, les discours de Lénine, authentiques, n'est-ce pas? Les discours de Churchill, les discours de De Gaulle. Ben oui, mais c'est comme si on attaquait un éditeur de produire un livre de Staline. Un éditeur a pour mission de porter à la connaissance du public un certain nombre de faits. Et c'est la mission que j'ai faite, mais dans une grande ouverture d'esprit, puisque j'ai été récompensé du Grand Prix du disque pour un disque sur la Commune de Paris. J'ai fait les chants anarchistes, j'ai fait les chants royalistes, j'ai fait dans la musique militaire les chants de l'armée allemande. En fait, Jean-Marie Le Pen n'a pas franchement l'ambition de concurrencer Universal. La SERP sert plutôt de prétexte pour réunir toute l'intelligentsia d'extrême droite de l'époque. À la SERP, on passe surtout des musiques militaires, des musiques religieuses, mais aussi ça. Horst Wessel-Lied, hymne du Parti national-socialiste. L'hymne du parti nazi qui a été donc édité par la SERP de Jean-Marie Le Pen. Et c'est dans ce petit milieu d'extrême droite parisien que Jean-Marie Le Pen va rencontrer un homme qui va faire basculer son destin politique. Cet homme, c'est François Duprat, un essayiste et politicien, antisémite notoire, adepte du négationnisme, qui nie donc que les Juifs ont été exterminés pendant la Seconde Guerre mondiale, et c'est surtout le président d'un groupuscule néofasciste du nom d'Ordre Nouveau. La croix celtique est devenue l'emblème du plus récent et du plus violent des mouvements d'extrême droite français, Ordre Nouveau. Parmi les héros des jeunes fascistes français, Brasillac, Primo de Rivera et Mussolini. On est au début des années 70. Et François Duprat a une grande idée. Pour rendre l'extrême droite plus attrayante aux yeux des électeurs, il rêve de créer un nouveau mouvement, moins violent, à l'image plus modérée qu'Ordre Nouveau, et ainsi réunir les différents mouvements d'extrême droite. Le 5 octobre 1972, le rêve devient réalité. Le Front National pour l'unité française est né, avec à sa tête un homme jugé comme modéré parmi les parias qui composent ces mouvements. Cet homme, c'est Jean-Marie Le Pen. Ça veut dire quelque chose, Le Pen ? Oui, ça veut dire le chef. J'ai d'ailleurs là un dictionnaire français-breton du XVIIe siècle. Ça veut dire le chef et aussi la tête, la cime, le bout, la pointe. N'est-ce pas ? Le Pen dépose lui-même les statuts du parti avec certains proches de l'époque. Parmi ses proches, un ami, Pierre Bousquet, le futur trésorier du parti, un homme condamné à mort à la Libération, puis finalement gracié. Pourquoi condamné à mort ? Parce que lui aussi était un ancien Waffen-SS. Dans les rangs du Front National, on compte donc au départ d'anciens SS, d'anciens collabos, des royalistes ou encore des membres de l'OAS, l'organisation armée secrète, un groupe terroriste d'extrême droite. 2 ans après sa création, en 1974, le tout jeune parti se lance dans l'arène politique et présente la candidature de son président, Jean-Marie Le Pen, pour l'élection présidentielle. Face à lui, 3 stars de la politique à l'époque, le candidat de centre-droite, Valéry Giscard d'Estaing, le socialiste François Mitterrand et le gaulliste Jacques Chaban-Delmas. Pour le logo, l'équipe du FN ne va pas chercher bien loin et s'inspire très largement de la flamme tricolore du MSI, le mouvement social italien. Un parti fasciste, très populaire à l'époque en Italie, et quand je vous dis qu'il s'en inspire très largement, le Front National change juste le vert par du bleu. Sinon, c'est exactement la même chose. Vos affiches, par leur graphisme, par leur slogan, ressemblent à celles du MSI des néofascistes italiens. Que faut-il en déduire ? Je crois qu'il ne faut pas tirer de conclusion de ces graphismes identiques. Nous avons utilisé cette flamme tricolore parce qu'elle nous paraît la plus jolie qu'il y avait sur le marché graphique, si vous voulez. Mais je puis vous dire personnellement que je n'ai aucun contact avec le MSI italien, encore que je ne vois pas leur action avec antipathie. Mais cette élection présidentielle de 1974, première candidature de Le Pen aux plus hautes fonctions de l'État, va être un véritable échec, du moins sur le plan des résultats électoraux. Valéry Giscard d'Estaing sera élu président de la République et le FN sera à peine remarqué puisque le candidat Le Pen n'obtiendra que 0,7% des suffrages. Malgré tout, le scrutin permet au Front National d'acquérir une certaine notoriété, en tout cas au sein de l'extrême droite française. Car si pour encore beaucoup de Français, le FN n'évoque pas grand-chose à la fin des années 70, pour les habitués d'Ordre Nouveau et de la SERP, Jean-Marie Le Pen s'impose comme la figure du Front National. Je sais pas, je suis grand, assez athlétique, blond, très, je crois, assez extraverti. Je me vois comme quelqu'un, je sais pas, j'ai un surnom, on m'appelle le menhir, je trouve que c'est un surnom qui me décrit assez bien. C'est une pierre levée, du granit debout, c'est un peu ça.
Mais le jeune parti politique, tout juste formé, commence déjà à déranger. Dans la nuit du 1er au 2 novembre 1976, Jean-Marie Le Pen est brusquement tiré du lit. Miraculeux, incroyable, ces commentaires sont sur toutes les bouches ce matin, Villa Poirier. Il faut dire que les dégâts sont énormes, cela tient plus du bombardement que du simple attentat. Et malgré cela, il n'y a eu que 6 blessés légers parmi les voisins, dont 4 enfants, c'est là le miracle. Toute une partie de l'immeuble de 5 étages dont M. Le Pen occupe le 4e s'est effondrée. 12 appartements sont dévastés. L'immeuble étant désormais condamné, une trentaine de personnes devront être relogées, dont la famille Le Pen. Vers 4h50, une bombe explose Villa Poirier dans le 15e arrondissement de Paris, où habite le président du Front National et sa famille. Jean-Marie Le Pen qualifie l'acte d'attentat pour tuer et la violence de l'explosion semble lui donner raison. Les 20 kilos d'explosifs détruisent toute une partie de l'immeuble de 5 étages. Le Pen, sa femme et ses 3 filles échappent de peu à la mort, parmi elles Marine Le Pen, 8 ans. Évidemment, l'événement traumatise la famille, mais quelques temps après, des journalistes font un lien qui donne une autre lecture à l'affaire. Et si cette tentative d'assassinat de Jean-Marie Le Pen et sa famille n'était au fond qu'une vulgaire affaire d'héritage? En effet, quelques semaines plus tôt, on apprenait dans la presse le décès d'Hubert Lambert, héritier richissime, proche des milieux d'extrême droite. Le couple Le Pen est attristé par la nouvelle, eux qui ont pris soin de ce célibataire au mental fragile. Mais cette tristesse ne va pas durer. En effet, quand l'homme décède, il lègue en fait toute sa fortune à Jean-Marie Le Pen. Et après une fine négociation avec les descendants, furieux de se voir déshérité, Le Pen devient multimillionnaire et propriétaire d'un hôtel particulier dans le domaine de Montretout, sur les hauteurs de Saint-Cloud. Désormais riche, Le Pen est à nouveau candidat aux élections législatives de 1978 et enchaîne les meetings. 4 ans sont passés depuis son échec à la présidentielle. Il a eu le temps de retaffer son discours. Et c'est décidé, il axera cette campagne autour d'un thème qui lui est cher, l'immigration. Son slogan, c'est François Duprat qui le trouve. 1 million de chômeurs, c'est 1 million d'immigrés en trop, la France et les Français d'abord. Et cette association entre chômage et immigration, ça peut nous sembler un peu surfait de nos jours. Mais à l'époque, le slogan est, il faut le dire, assez novateur. En fait, jusque-là, l'extrême droite avait toujours abordé la question de l'immigration sous l'angle racial, ethnique. Mais en 1978, il sera pour la première fois abordé par le prisme du coût social. Malgré tous ces efforts, le parti ne passe même pas la barre des 1%, et surtout, la fin de campagne va être marquée par un drame pour le Front National. Le 18 mars 1978, la veille du second tour des élections législatives, François Duprat, l'un des fondateurs du FN, prend sa voiture à 8h40. Il roule quelques minutes quand une explosion pulvérise le véhicule. Duprat meurt sur le coup. Et puis François Duprat, membre du bureau politique du Front National, a trouvé la mort ce matin, probablement victime d'un attentat. Peu de temps après qu'il ait quitté son domicile pour se rendre à son travail, sa voiture a été pulvérisée par une explosion. Jean-Marie Le Pen est sous le choc et il va vivre pendant 5 ans une sorte de traversée du désert. À l'élection présidentielle de 1981, lui qui se croyait déjà au fond du trou, ne va même pas réussir à réunir les 500 précieux parrainages pour se porter officiellement candidat. Cette même élection est marquée par l'arrivée au pouvoir, pour la première fois de la Ve République, d'un président socialiste en la personne de François Mitterrand. Une partie des électeurs de droite, déçus et inquiets par la montée de l'insécurité, les crises économiques et le développement de l'immigration, cherchent une autre alternative. Quelques années plus tard, en 1983, une élection municipale a lieu à Dreux, une petite ville à une centaine de kilomètres de Paris. Et cette année restera marquée dans la mémoire de Jean-Marie Le Pen, car pour la première fois, la droite et l'extrême droite réussissent à s'allier. Alors, ça semble pas si dingue aujourd'hui, mais à l'époque, une alliance entre la droite républicaine et l'extrême droite, c'est du jamais vu. Des frontistes entrent donc au conseil municipal de Dreux et le Front National semble surfer sur un début de vague de popularité. Il faut dire que Jean-Marie Le Pen est de plus en plus invité sur les plateaux de télévision, ce qui n'était pas encore le cas quelques mois auparavant. En fait, en 1982, il se passe un événement que je trouve très intéressant. Le président du Front National décide de sortir sa plus belle plume pour écrire au président de la République de l'époque. François Mitterrand, fraîchement élu, reçoit donc comme ça, un jour, à l'Élysée, une lettre de Jean-Marie Le Pen qui se plaint de ne pas être invité dans les médias. Et contre toute attente, le nouveau président socialiste ordonne aux services publics et aux patrons de chaîne de faire respecter davantage le pluralisme politique et donc, naturellement, d'inviter ce cher Monsieur Le Pen et ses idées aux heures de grande écoute. Les médias s'exécutent et réalisent
réalisent que les audiences sont étonnamment bonnes. Il y a ceux qui aiment découvrir ce politicien qui n'a pas sa langue dans sa poche, et ceux qui regardent pour commenter les dérapages plus atroces les uns que les autres du président du FN. Dans les couloirs de l'Assemblée nationale, on dit que François Mitterrand a de l'estime pour le tribun Le Pen. Mais ce coup de pouce n'a rien de gratuit. Son objectif, médiatiser le FN et diviser la droite pour mieux régner. Le calcul politique est dangereux, mais payant, pour le Front National en tout cas. En 1984, Jean-Marie Le Pen participera même à l'émission L'Heure de Vérité, qui est juste le talk-show politique star de l'époque. Après ce passage, le nombre de nouveaux adhérents explose au FN. Cette même année, pour la première fois, le parti présente une liste aux élections européennes. Et surprise, le Front National enregistre 11% des voix. Alors certains disent que ça y est, le FN fait partie de la vie politique française, quand d'autres affirment que ce n'est qu'une bulle électorale qui finira de toute façon par éclater. Sauf qu'en 1986, il se passe un nouveau coup de théâtre. Le président Mitterrand est en très mauvaise posture. Alors, pour sauver les meubles et tenter de diminuer l'influence pressentie de la droite, il décide de changer le mode de scrutin pour les élections législatives qui ont lieu dans quelques mois. Pour la première et unique fois de la Ve République, le scrutin des législatives se fera de manière proportionnelle et à un tour. C'est-à-dire que le nombre de sièges est partagé en fonction du nombre de voix gagnées par chaque parti et que les Français ne voteront qu'une seule fois. C'est inédit. Et grâce à cette réforme électorale, le Front National envoie donc pour la première fois de son histoire 35 députés à l'Assemblée. Progressivement, le FN se fait une petite place au sein des partis d'opposition. Et pour l'anecdote, ce pari du président de la République à l'époque n'aura même pas eu le mérite d'éviter la casse. Les socialistes perdent le scrutin et François Mitterrand se voit imposer un premier ministre de cohabitation, un certain Jacques Chirac. Le Pen trouve alors un allié bien inattendu en la personne du président socialiste. Alors qu'en 1981, Jean-Marie Le Pen galère à trouver ses parrainages, 5 ans plus tard, le Front National enregistre des centaines de nouvelles adhésions par jour. Le Pen sent que son parti est prêt à décoller et il compte bien l'emmener aux plus hautes fonctions de l'État. On est au milieu des années 80 et le Front National commence à se tailler une place de choix dans le paysage politique et médiatique français. Jean-Marie Le Pen multiplie les émissions de télé et les sorties polémiques. Je suis un passionné aussi par l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Je me pose un certain nombre de questions et je ne dis pas que les chambres à gaz n'ont pas existé. Je n'ai pas pu moi-même en voir, je n'ai pas étudié spécialement la question, mais je crois que c'est un point de détail de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Mais oui, mais ça existe les races, cher ami, ça existe. Voyez-vous, il y a des noirs, il y a des jaunes, il y a la race kabyle, la race arabe, enfin bref, ça existe, oui. Vous croyez pas? Alors je crois que cette espèce d'inhibition sémantique qui consiste à considérer ce mot, c'est confondre le racisme et la race. Et il me semble, oui, non, vous ne croyez pas? Vous ne croyez pas qu'il y a une race juive? Je crois que c'est évident. Ces images, elles sont pas si vieilles que ça, elles ont un peu moins de 40 ans. Et à l'époque, malgré toutes ces sorties racistes, négationnistes, antisémites, le Front National va commencer à consolider son électorat. Mais donc, avec cette percée, le Front National commence progressivement à s'organiser et à former ses troupes. Il va y avoir des guides et des notes internes au parti avec ce qu'on peut dire et ce qu'on ne peut plus dire. En gros, employer les mots extrême droite et tout ce qui se rapporte à l'idéologie nazie, hop, on le fout sous le tapis, on n'en parle plus. Et quand on sait de quoi sont composés les rangs du FN à l'époque, ça a dû être quand même un sacré changement. J'ai même retrouvé un document interne au Front National qui date de 1985 et qui dit « Sans être une formation secrète, nous devons être extrêmement discrets et prudents et ne jamais ébruiter sur les places publiques nos mécanismes de fonctionnement, bons ou mauvais. Nous sommes environnés de forces hostiles. Ne jamais perdre de vue que celui qui n'est pas du front risque d'être contre, fût-il votre frère. En famille ou entre amis, en public, l'on ne doit évoquer que ce que notre propagande laisse apparaître de la partie émergée de l'iceberg. On n'impose pas aux masses extérieures au mouvement n'importe quelles idées. Il faut toujours partir d'un substrat mental préexistant et faire l'amalgame avec nos propres idées. » Alors, je sais pas vous, mais moi je trouve qu'on dirait quand même vachement le langage d'une secte ou d'une société secrète. Bon, mais c'est important de le dire aussi, cette montée du Front National dans les sondages, elle laisse pas tout le monde indifférent. En 1984, l'association SES Racisme est créée avec son slogan « Touche pas à mon pote » et des groupes de musique comme Berrurier Noir créent des hymnes anti-FN.
Et puis, la fin des années 80 est aussi marquée par une affaire très médiatique. Un soir, Pierrette, la femme de Jean-Marie Le Pen, quitte le domicile familial pour fuir avec le biographe de son mari. Elle en a sa claque de la politique. Alors, pour se venger, Le Pen va couper les vivres à son ex-femme qui, conseillée par son amant, décide de sortir l'affaire dans la presse. Interrogé sur le sujet par le magazine de photos érotiques Playboy, le président du Front National explique que si Pierrette a besoin d'argent, elle n'a qu'à travailler et faire des ménages. Et Pierrette Le Pen va le prendre au mot. 2 mois plus tard, elle pose nue, en train de laver le sol, dans Playboy. Jean-Marie Le Pen, qui craint le scandale auprès de ses électeurs les plus prudes, et foudrage. Enfin, cet épisode n'aura pas grand effet sur les résultats du parti aux prochaines élections, reste qu'il marque le début d'une véritable guerre familiale. Bon, mais revenons sur le plan politique. Dans cette vidéo, je ne vais pas rentrer dans tous les détails du programme du Front National, mais je dois quand même vous parler de cette mesure phare qui, encore aujourd'hui, symbolise le parti. La préférence nationale. En gros, c'est l'idée que les Français doivent être prioritaires pour obtenir des logements, des emplois, des aides de l'État. En gros, c'est les Français d'abord et tant pis si ça fout les autres dans la merde. Et c'est cette idée centrale que Jean-Marie Le Pen va défendre pour la présidentielle de 1988. Au passage, le financement de cette campagne est assez obscur. Le Pen fait appel à la secte Moon, une secte sud-coréenne qui pense qu'une 3e guerre mondiale est nécessaire pour éradiquer le communisme. En gros, la secte Moon donnait de l'argent au FN pour que le parti puisse faire campagne, et en échange, le Front National lui promettait des sièges pour certains de ses membres lors des prochaines législatives. Bref, la campagne se passe, et le 25 avril 1988, les résultats du premier tour tombent. Le candidat de la gauche, le socialiste, François Mitterrand, obtient 34%, Jacques Chirac obtient 19%, pour le RPR, l'ancêtre des Républicains, et Jean-Marie Le Pen, lui, arrive en 4e position avec 14% des voix. Et si ça peut ressembler à une défaite politique le fait d'arriver 4e, Le Pen n'est en fait plus qu'à 5 points de Chirac. Pour rappel quand même, lors de sa précédente campagne présidentielle, en 1974, il avait fait 0,7%. Ainsi, le parti commence de plus en plus à apparaître comme une alternative possible. Lors de l'entre-deux tours, Jacques Chirac ne considère pas l'alliance avec Jean-Marie Le Pen comme une option envisageable. Alors, le candidat du Front National ne donnera pas de consigne de vote. Résultat, Chirac se prive des voix du FN et le 9 mai 1988, François Mitterrand est réélu président de la République. Mais donc, fin 80, début 90, dans les élections à plus petite échelle, le Front National continue à progresser. En 1992, la liste de Jean-Marie Le Pen rafle 23% des voix aux élections régionales en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Le Pen fait campagne sur la sécurité. Il partage même l'affiche avec une petite fille blonde, une certaine Marion Le Pen, devenue plus tard Marion Maréchal. Et cette montée, elle va pas seulement rendre le FN plus visible, elle va aussi initier un changement dans le discours de la droite républicaine. Chirac commence à voir que Le Pen, là, il commence à lui grignoter pas mal de voix. Alors, s'il dit non à l'alliance, il va quand même pas se priver d'aller chasser les électeurs sur son terrain. Comment voulez-vous que le travailleur français qui habite à la Goutte d'Or où je me promenais avec Alain Juppé la semaine dernière, il y a 3 ou 4 jours, et qui travaille avec sa femme, et qui ensemble gagnent environ 15 000 francs, et qui voit sur le palier à côté de son HLM entasser une famille avec un père de famille, 3 ou 4 épouses et une vingtaine de gosses, et qui gagne 50 000 francs de prestations sociales sans naturellement travailler. Si vous ajoutez à cela le bruit et l'odeur, eh bien, le travailleur français sur le palier devient fou. Il devient fou. Mais revenons-en au FN et à Jean-Marie Le Pen. En 1995, il est à nouveau candidat à l'élection présidentielle. Comme en 1988, il terminera 4e avec 15% des voix. Et au-delà du discours nationaliste, Le Pen adopte de plus en plus une logique anti-élite, qui va séduire un électorat plus populaire, dégoûté par les différentes affaires politiques, à droite comme à gauche. Mais donc, au-delà de son programme, le vote FN devient, pour certains, un vote contestataire, un vote de ras-le-bol. Puis, les années 90, c'est aussi la décennie des sorties toujours plus border de Jean-Marie Le Pen. En 1997, alors qu'il est en déplacement à Mantes-la-Jolie pour soutenir sa fille Marie-Caroline, qui est candidate aux élections législatives, il s'en prend violemment à des militants antifrontistes jusqu'à plaquer la candidate socialiste contre un mur. 2 ans plus tard, Jean-Marie Le Pen sera menacé d'inéligibilité précisément à cause de cet événement, et l'année suivante, les choses ne vont pas aller en s'arrangeant pour le parti. En 1998, une crise interne fracture le Front National. Bruno Maigret, le numéro 2 du FN,
Pen, très populaire auprès des militants, commence à faire de l'ombre à Jean-Marie Le Pen. Maigret veut moderniser, Le Pen, lui, veut garder une ligne dure, et surtout, celui qui est le président historique du Front National souhaite à tout prix garder le contrôle et faire du FN une entreprise familiale. Ultime provocation, alors que Jean-Marie Le Pen est menacé d'inéligibilité, il propose sa nouvelle femme, Jeannie, inexpérimentée en politique, comme tête de liste du parti aux européennes. Ce qui me différencie de César, vers lequel s'approchait son fils spirituel Brutus, le poignard à la main, moi je sors mon épée et je tue Brutus, avant qu'il me tue. Mais cette ultime provocation va lui coûter très cher. Bruno Maigret quitte le parti, entraînant avec lui 2/3 des élus et les cadres les mieux formés du Front National. C'est comme ça qu'aux élections européennes de 1999, la liste FN, finalement conduite par Jean-Marie Le Pen, chute à 5,7%. Pour beaucoup d'observateurs politiques, à 71 ans, le président du Front National est sur le déclin. Mais 3 ans plus tard, une élection va leur donner tort. On est le soir des résultats du premier tour de l'élection présidentielle de 2002 et les Français allument leur télévision. Voici notre estimation du résultat du premier tour de l'élection présidentielle. En tête, Jacques Chirac, 20% des voix. Énorme surprise, Jean-Marie Le Pen semble devoir être le second avec 17% des voix. Le 21 avril 2002, c'est un coup de tonnerre qui vient déchirer la scène politique française. Avec 8 candidats de gauche, ce qu'on appellera plus tard la gauche plurielle, le trio de tête est extrêmement serré. Ainsi, avec seulement 16,9% des voix, Jean-Marie Le Pen accède au second tour de l'élection présidentielle. C'est une véritable onde de choc, les électeurs de gauche sont atterrés. Lionel Jospin, le candidat socialiste, que beaucoup voyaient comme opposant naturel de Jacques Chirac au second tour, à 0,7 points de Jean-Marie Le Pen, annonce se retirer de la vie politique. J'assume pleinement la responsabilité de cet échec et j'en tire les conclusions en me retirant de la vie politique après la fin de l'élection présidentielle. Mais si le soir des résultats, la fille Le Pen, Marine, danse avec les militants, dans un petit bureau étroit, en privé, Jean-Marie Le Pen est amer. Ce résultat, lui non plus ne l'attendait pas. Et rien n'est prêt pour la suite des événements. Il faut dire que ce résultat arrive bien tard. L'homme a 74 ans et le parti subit de graves crises de l'intérieur. Si bien qu'il n'a pas un lieutenant à envoyer sur les plateaux de télévision pour le défendre. Alors, Marine Le Pen est tirée de la piste de danse, on la met dans un taxi, direction France Télévisions. Il souffre beaucoup, monsieur Mélenchon notamment, des critiques qui sont faites aux politiques. Et pourtant, qu'est-ce que vous les méritez, Parce que qui a contribué à faire croire aux Français que l'intégralité des hommes politiques étaient malhonnêtes? C'est vous. Et c'est vous. Parce que, mais oui, bien sûr, votre parti. Mais qui allait celle-là? Qu'est-ce que j'ai fait, moi? Pour la première fois de l'histoire politique française, l'extrême droite est aux portes du pouvoir. Le lendemain, la nouvelle fait la une de tous les journaux. Le choc pour Le Figaro, la bombe Le Pen pour François et l'iconique non de Libération. Pendant plusieurs jours, la France retient son souffle. Des manifestations sont organisées partout dans le pays pour protester contre le second tour de l'élection. Ils ont 16, 17 ans, trop jeunes pour voter mais pas pour se faire entendre. C'est pas normal le deuxième tour, je suis désolé, c'est quelque chose qui devrait pas arriver et vraiment, faut que ça cesse. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on est tous là et on va pas arrêter comme ça. Vous imaginez si Le Pen est président, ce que ça va devenir la France? Franchement, vous imaginez? La jeunesse comme nous, il n'y a plus de France. L'opposant politique de Jean-Marie Le Pen, qui est aussi le président sortant, Jacques Chirac, refusera même de participer au débat de l'entre-deux-tours. 11 des 14 candidats éliminés appellent à voter Chirac, le cordon sanitaire est créé. Finalement, Jacques Chirac est réélu à l'écrasante majorité, avec 82% des voix. Mais la victoire a un goût amer pour le président de la République. Cette élection, il la doit à un vote anti-Le Pen et non pas à un vote d'adhésion. C'est indéniable, le Front National a désormais la capacité de chambouler les équilibres politiques du pays. Côté FN, la violence des protestations et l'énergie mise en œuvre pour contrer son accession au pouvoir fait réfléchir. Comment se faire accepter? Comment aller plus loin? Comment un jour espérer gouverner? Depuis sa création, même si le FN a progressé dans les urnes, beaucoup de gens voient encore le parti comme un paria. Un rassemblement d'extrémistes et de fascistes. 2002 le confirme bien. Il faut lisser l'image du parti, arrondir les angles, se rendre acceptable aux yeux de tous les Français. Et pour ça, Jean-Marie Le Pen a la candidate parfaite.
Après 2002, l'ombre de Jean-Marie Le Pen plane au-dessus de l'Élysée. Son arrivée au second tour de l'élection présidentielle est dans toutes les têtes et ses idées dans tous les débats. Alors, si le candidat du Front National ne réitère pas l'exploit d'arriver au second tour de l'élection présidentielle de 2007, ces thèmes clés comme l'immigration ou la sécurité infusent progressivement dans le discours politique, à gauche comme à droite. Et ça en soi, c'est déjà une énorme victoire. Mais Jean-Marie Le Pen sent bien que son parti doit essayer de faire oublier les vieilles histoires de chambre à gaz comme détail de l'histoire, les sorties sur une prétendue race juive, même si au fond, il n'en pense pas moins. Et puis, il commence à se faire vieux. À 83 ans, il serait temps de passer la main. Et pour ça, il a quelqu'un en tête. Sa fille, Marine Le Pen, jeune avocate, qui semble marcher dans les pas de son père. Candidate malheureuse à différentes élections législatives sous l'étiquette Front National, eurodéputée à la suite du scrutin de 2004, elle travaille depuis plus de 10 ans pour les campagnes de son père et parvient progressivement à trouver sa place au sein du parti. C'est comme ça qu'au congrès du Front National de Tours, le 16 janvier 2011, Marine Le Pen est élue présidente du parti avec 67% des voix des adhérents. Une victoire qui ne fait pas encore tout à fait l'unanimité. Son ouverture me paraît pas du meilleur goût et ça ne plaît pas à la masse des vrais militants du Front National. Tout sourire, les premiers mots de la nouvelle présidente du Front National sont pour le président de l'époque, Nicolas Sarkozy. Pour être respecté, le président de la République doit être respectable. Le président doit être le chef de l'État et cesser d'être le chef d'un clan. Cesser d'être un candidat en campagne ou même, comme on l'a vu, l'agent d'une chanteuse au succès déclinant, même si c'est sa femme. Après le père, la fille. Alors, on pourrait se dire, nouvelle tête, nouveau parti. Mais pas vraiment. En effet, le jour même, quelques heures seulement après l'investiture de Marine Le Pen à la tête du FN, un journaliste de France 24 est physiquement agressé par les services de sécurité du parti. Jean-Marie Le Pen nie en bloc et sort ça. Le personnage en question a cru devoir dire que c'est parce qu'il était juif qu'il avait été expulsé. Ça ne se voyait pas ni sur sa carte ni sur son nez, si j'ose dire. L'ancienne garde contre la relève. C'est le début d'un combat que Marine Le Pen va mener pendant plus d'une décennie. Comment faire oublier tous les écarts de son père? Comment lisser l'image de son parti? Et puis sur le fond, est-elle si différente? En 2011 en tout cas, les priorités du parti ne semblent pas avoir trop bougé. Sortie de l'euro, préservation de l'identité nationale, lutte contre l'immigration et surtout le nouvel ennemi de Marine Le Pen, le fondamentalisme islamiste. En fait, seule la forme change. On fait plus de sorties sur les races ou les chambres à gaz. Marine Le Pen veut à tout prix éviter les dérapages, ou presque. Les règles de notre société, c'est que le mariage s'effectue entre un homme et une femme. Je ne pense pas qu'il soit positif de changer cette règle. Parce qu'alors, si l'on part de ce principe, on peut aller à la limite très loin dans la modification de notre civilisation. On peut aussi décider que, après tout, pourquoi n'a-t-on le droit que de se marier avec un homme? Pourquoi pas avec plusieurs? Personne ne le réclame, ça. Et la mise en place de la... Mais vous aurez des gens qui le réclameront. Il existe des couples homosexuels. Pourquoi pas l'autorisation de la polygamie? Moi, à titre personnel, je suis pour la peine de mort. Bien sûr, il est bien qu'il y ait des Français noirs, des Français jaunes, etc. Cela démontre la vocation universelle de la France. Mais la France reste un peuple de race blanche, de culture gréco-latine et de religion chrétienne. L'éducation du père persiste. Marine Le Pen a grandi dans ce milieu ouvertement xénophobe, raciste, antisémite. Et ça, c'est même pas moi qui le dis, mais sa mère, Pierrette Le Pen. Quand on reprend justement vos déclarations d'il y a 10 ans, on se rend compte que Le Pen est quelqu'un de vraiment raciste. Vous savez, Le Pen, c'est un homme à double face. Hein, c'est un Gémeaux, et il peut avoir des amitiés juives particulièrement bien placées, très haut placées, qui le vénèrent, l'adorent et lui assurent protection. Et puis de l'autre côté, complètement antisémite, un milieu complètement antisémite. Mais c'est vrai que son racisme a toujours été... mes filles ont été élevées dans le racisme pur et dur. C'est-à-dire qu'il paraît que quand il y avait Hitler à la télévision, il les forçait à l'appeler Tonton Dolphy. C'était un gag, c'était un petit peu ça, oui. Bon, enfin, obligé, non, elles n'étaient pas obligées. Bon, enfin, c'était aussi une façon de rire aussi, mais ça arrivait, oui, ça arrivait. Oui, c'est aussi ses amis aussi, oui, c'était un petit terme d'amitié. D'affection pour Hitler. Je crois, oui. Ça donne quand même une idée du contexte familial dans lequel Marine Le Pen a grandi. Par ailleurs, Jean-Marie Le Pen, lui, a toujours été très fier de sa fille. Il a toujours revendiqué son héritage auprès d'elle. Elle a prononcé un discours 100% jean-mariste. Enfin, toujours fier,
Presque. Car Marine Le Pen sent bien que son père devient gênant. Il entache la réputation du parti, le parti qu'elle préside désormais, ça ne peut plus durer. Alors, en 2015, la fille tue le père. Le Front National a perdu un membre, et pas des moindres, puisqu'il s'agit de son cofondateur. Jean-Marie Le Pen a été exclu du parti par le bureau exécutif qui était réuni en formation disciplinaire et devant lequel il s'est défendu pendant 3 heures. Pour le père, fondateur du Front National, c'est la trahison ultime. Et je dois dire que j'ai honte que la présidente du Front National porte mon nom. Et je souhaiterais d'ailleurs qu'elle le perde le plus rapidement possible. Elle peut le faire soit en se mariant avec son concubin, soit peut-être avec M. Philippot ou avec quelqu'un d'autre. Mais moi, je ne souhaite pas que la présidente du Front National s'appelle Le Pen. Mais pour la fille, définitivement, cette exclusion, c'est une stratégie gagnante. Le parti de Marine Le Pen arrive en tête des élections européennes de 2014, devant l'UMP, devant le PS. Et ça, c'est une première. Jamais le FN n'était arrivé en tête d'une élection. Le Front National poursuit son ascension jusqu'en 2017, où c'est la consécration ultime. Il est 20h, vous découvrez ces deux visages sur votre écran. Emmanuel Macron, crédité de 23,7%. Ce sont les estimations du premier tour, suivies par Marine Le Pen, la candidate du Front National, qui obtiendrait toujours, selon nos premières estimations, Ipsos 21,7% des suffrages. La campagne électorale pour la présidentielle de 2017 est vraiment très incertaine. Il y a une forte vague de dégagisme des partis traditionnels, la gauche et la droite. Faut se souvenir quand même que Emmanuel Macron et son jeune parti En Marche, Marine Le Pen et le Front National et Jean-Luc Mélenchon et sa France Insoumise n'appartiennent à aucune des deux formations politiques qui ont pourtant structuré le pays depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Ainsi, dans une bataille serrée, Marine Le Pen finira par rassembler 21% des voix au premier tour. 3 points derrière l'outsider Emmanuel Macron et ses 24%. Mais pour la première fois, elle est, comme son père en 2002, au second tour d'une élection présidentielle. Et si finalement Emmanuel Macron sera élu président de la République avec 66% des voix, Marine Le Pen et le Front National en ont la confirmation, ils font plus que jamais partie du paysage politique français. Pourtant, un plafond de verre semble encore incassable. Il y a un truc qui empêche le Front National d'aller plus loin. Pendant sa campagne, en 2017, les observateurs politiques la disent mal préparée. Et ça se voit. Regardez, ils sont là, ils sont dans les campagnes, dans les villes. Je parlais de votre parti. Ils sont sur les réseaux sociaux. Alors, Marine Le Pen décide de passer à la vitesse supérieure. 1er juin 2018, Lyon. Je proclame donc officiellement qu'en ce 1er juin 2018, le Front National devient le Rassemblement National et j'invite tous les cadres, élus et militants à engager sans attendre une grande campagne d'adhésion pour rallier à nous tous ceux qui veulent être de l'aventure, qui souhaitent s'associer à cette conquête du pouvoir que nous engageons en France et en Europe. Preuve ultime de la stratégie de dédiabolisation du parti de Marine Le Pen, le Front et sa sémantique guerrière de combat finit par tomber pour laisser place au rassemblement plus fédérateur. Et ça plaît pas à tout le monde. Le nom, c'est un indicatif, c'est un repère. À partir du moment où on change de nom, je trouve ça désolant et ridicule et peu performant. Bon, mais Marine Le Pen ne va pas écouter son père, au contraire. La même année, Jean-Marie Le Pen, qui, souvenez-vous, avait déjà été exclu du parti en 2015, perd carrément son titre de président d'honneur. Le père est définitivement enterré, en tout cas politiquement. Donc si on récapitule, le Front National devient le Rassemblement National. Jean-Marie Le Pen et ses propos xénophobes, antisémites, racistes et radiés, et les anciens soutiens problématiques comme l'essayiste, négationniste et antisémite Alain Soral, tout ça, c'est ciao. Et ce ravalement de façade va se poursuivre jusque dans les termes utilisés en campagne. Par exemple, celui de préférence nationale, un principe fondateur du FN qui va devenir la priorité nationale. Ça passe mieux, c'est plus soft, mais enfin, ça veut dire la même chose. Par ailleurs, je vous suggère cet excellent article du Monde qui compare le programme de Jean-Marie Le Pen en 2007 et celui de sa fille en 2017 et en 2022. Et le plus évident dans la comparaison entre les deux, c'est à quel point leurs positions se ressemblent sur l'immigration. La suppression de l'aide médicale d'État, qui permet aux étrangers en situation irrégulière de bénéficier d'un accès aux soins médicaux. La suppression du droit du sol. L'inscription de la priorité nationale dans la Constitution. Des mesures qui étaient déjà voulues par le père et qui continuent d'être défendues par la fille. Mais on pourrait aussi parler de la sécurité, de la justice ou de la proximité revendiquée de Marine Le Pen avec la Russie de Vladimir Poutine. On peut avoir à son égard énormément de réserves.
réserve, on peut s'en méfier, on peut le considérer brutal, on peut tout ce qu'on veut, mais on ne peut pas, traiter par le mépris le dirigeant politique qu'il est. D'ailleurs, cette proximité, elle date pas d'hier. En 2014, les Le Pen ont bénéficié de 2 prêts russes de banques proches du Kremlin de plus de 10 millions d'euros. Et beaucoup d'observateurs craignent un alignement des intérêts du pouvoir poutinien et du parti politique qui est désormais débiteur de ces banques proches du gouvernement russe. Ça, c'est pour la Russie. Mais au-delà de ça, à chaque campagne présidentielle, Marine Le Pen s'efforce de mettre en avant de nouvelles mesures qui la distinguent de la ligne historique du Front National. Dès 2012, par exemple, la ligne économique du FN, historiquement très libérale, s'adoucit pour un programme économique plus social pour protéger les plus fragiles. À cette époque, Le Pen veut une revalorisation du minimum vieillesse et la retraite à 60 ans, bien qu'elle semble rétropédaler sur cette mesure depuis peu. Et puis, Marine Le Pen souhaite rendre son programme acceptable, quitte à voir partir une frange de son électorat plus radical chez d'anciens lieutenants du FN comme Florian Philippot. En 2012, par exemple, elle voulait sortir de l'euro. En 2022, elle y renonce. En 2012, elle voulait rétablir la peine de mort. En 2022, elle y renonce. En 2017, elle veut sortir de l'Union européenne. En 2022, elle y renonce en renégociant cependant les traités. En 2017, elle est opposée au mariage pour tous. En 2022, elle ne s'exprime plus sur le sujet. Progressivement, en fait, la présidente du Rassemblement national tente d'apparaître comme plus modérée, plus acceptable, plus sage. Et si ce grand ménage, ce lissage de l'image du parti semble fonctionner, il reste en vérité encore et toujours un problème, le nom, Le Pen. Un nom qui dérange encore et toujours certains Français qui ont bonne mémoire, un frein pour une partie de l'électorat de droite catholique qui cherche un parti plus acceptable. Marine Le Pen en est convaincue, elle doit offrir au Rassemblement national un nouveau visage. Et ce score 84,84% pour Jordan Bardella qui devient donc à 27 ans le président du Rassemblement national. Il succède à Marine Le Pen pour la première fois depuis 50 ans. Ça n'est pas un Le Pen à la tête du parti. À 25 ans, Jordan Bardella est donc nommé président du parti. Pour la première fois de son histoire, le Rassemblement national est dirigé par une personne qui ne porte pas le nom de Le Pen. Ceci dit, Jordan Bardella est un habitué de Montretout, le domaine familial des Le Pen. Et pour cause, sa compagne, à l'époque en tout cas, s'appelle Nolwenn Olivier. Et c'est la petite fille de Jean-Marie Le Pen, la fille de Marie-Caroline, la sœur de Marine Le Pen. En plus de ça, Bardella est jeune, il n'a pas de diplôme de l'enseignement supérieur, il est né dans le 93 et il s'appelle Jordan. Il est la représentation d'une partie de l'électorat du RN. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il est en rupture totale avec l'ombre de Jean-Marie Le Pen. Enfin, le Rassemblement national peut le dire, ils ont tourné la page et ouvert un nouveau chapitre de leur histoire. Vient alors la dernière élection présidentielle en date, à l'heure où j'enregistre cette vidéo. L'élection présidentielle de 2022. Affaibli un temps par la candidature du journaliste et polémiste Éric Zemmour et son nouveau parti Reconquête, Marine Le Pen en sort finalement renforcée. Zemmour a des méthodes semblables à son père, des phrases chocs qui finissent par risquer de créer une aversion au candidat. En fait, chaque polémique d'Éric Zemmour rend Marine Le Pen plus acceptable, plus soft, plus nuancée. La candidate rassemble de plus en plus de Français jusqu'au soir du premier tour de l'élection présidentielle. Il est 20h, voici le résultat de ce premier tour. En tête ce soir, Emmanuel Macron avec 28,1%, devant Marine Le Pen avec 23,3%. Emmanuel Macron la devance de 4 points, mais Marine Le Pen se place deuxième, très légèrement devant Jean-Luc Mélenchon. Une fois encore, la candidate du Rassemblement national échoue aux portes du pouvoir, mais le Front républicain, lui aussi, s'affaiblit. Plus de 41% des Français votent Marine Le Pen au second tour de l'élection présidentielle 2022. Alors, ok, Emmanuel Macron est réélu, mais la France est plus divisée que jamais. C'est donc dans ce contexte particulièrement tendu que le Rassemblement national réalise un véritable exploit aux législatives. Troisième force à l'Assemblée nationale, le Rassemblement national qui obtiendrait entre 80 et 100 députés, c'est 10 fois plus que dans l'Assemblée sortante. 89 députés RN entrent alors à l'Assemblée nationale. C'est un véritable raz-de-marée. Car pour rappel, avant cette élection, ils étaient que 8. Et cette progression électorale, elle montre leur capacité à s'imposer comme une véritable force d'opposition au sein même des institutions du pays. Ce qu'ils ne tarderont pas à confirmer 2 ans plus tard. On arrive alors en 2024. Plus précisément aux élections européennes de cette même année. Une élection a priori de seconde zone pour beaucoup de Français, sans incidence directe ou presque à l'échelle nationale, où le RN fait face, entre autres, à une tête de liste du parti d'Emmanuel Macron, inconnue du grand public. Cette élection, vous avez pu la suivre ici, sur ma chaîne YouTube, jusqu'au soir du résultat, c'était le 9 juin dernier.
Il est 20h, vous la découvrez, notre première estimation. Le Rassemblement national et sa liste sont à 32,4%. Viennent ensuite le parti Renaissance de la majorité présidentielle, 15,2%. Place publique, le Parti socialiste, 14,3%. Jordan Bardella et sa liste arrivent très largement en tête devant le camp de la majorité présidentielle et de la gauche. Avec 31%, le RN fait le double du score du parti d'Emmanuel Macron. Et alors que rien ne l'y obligeait, le président de la République, Emmanuel Macron, décide de dissoudre l'Assemblée nationale. Ça implique de nouvelles élections législatives à travers lesquelles Emmanuel Macron espère retrouver une majorité à l'Assemblée. L'histoire du Front National, devenu ensuite le Rassemblement national, c'est l'histoire d'un parti à l'héritage néofasciste, popularisé grâce aux médias et aujourd'hui aux portes du pouvoir. C'est l'histoire d'un homme, celle de Jean-Marie Le Pen, expert des sorties médias problématiques et petit à petit écarté de la direction du parti qu'il a lui-même créé. L'histoire du FN, du RN, c'est l'histoire d'une dédiabolisation savamment orchestrée sans pour autant changer complètement le fond de ses idées. C'était l'histoire du Rassemblement national. Les amis, si cette vidéo vous semble importante, je vous invite à la partager dans vos stories Instagram ou tout simplement à vos proches. Aussi, n'oubliez pas de vous abonner, c'est important, ça permet de soutenir mon travail et celui de mon équipe. C'était Gaspard G et surtout, n'oubliez pas d'aller voter.